Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue dans Uncut. On est toujours du coup avec moi, Julien, Lauriane et avec Serge et Vanina pour l'épisode 2 de ce podcast. On a fait un premier épisode qui durait 1h20 déjà. C'était assez passionnant et puis tout le monde nous en a redemandé un autre. Donc c'est parti pour la suite. Comment ça va? Là, ça va. En fait, ça veut dire qu'on va doubler, ça va faire 3h40. C'est ça, là on part sur un podcast d'à peu près 4 heures. On va essayer d'être plus court cette fois. Alors, pour ceux qui nous rejoignent sur l'épisode 2 et qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vais me permettre de réintroduire Serge et Vanina, qui sont, si vous nous rejoignez, deux juges qui jugent les compétitions de bodybuilding en France. Si vous êtes montés sur scène durant la Laurasie ou durant la Tessou Cup, c'est probablement eux qui vous ont mal classé. Donc, Ouais, exact. donc si vous n'êtes pas content du résultat... On a un cinquième de la note qui est peut-être, par rapport à ce qu'on a dit la fois précédente, peut-être supprimée si elle est... La moins bonne ou la meilleure. Voilà. Mais du coup, voilà pour le contexte. Et c'est dans ce contexte-là qu'on avait fait le premier épisode pour parler de jugement en bodybuilding. Et on va encore une fois parler de manière surprenante de jugement en bodybuilding pour cet épisode 2. Et là, du coup, l'idée, c'est de parler du coup de la compétition qui va arriver à Metz. Mais avant d'en arriver là, ce serait cool de revenir les dernières compétitions qui ont lieu, donc celle de Issoire et celle de début septembre à Lille. C'est ça à peu près le déroulé, si ça vous va. Okay. Celle de Issoire, pour préciser, c'était la compète régionale annuelle naturelle de l'année. Et la Lisson Testu, c'était le dernier régional open, des cibles un petit peu différentes. Et la compète de Issoire était super sympa. Puis je pense qu'elle a marqué un tournant dans le déroulé des compètes et puis le côté naturel. On va dire que c'était la première vraie grosse compète naturelle qui a eu lieu en France sur la NPC. Et ce qui était très bien, c'est que tous les athlètes sont prêtés au jeu. Il y a eu du testing. Vous avez vu les publications de résultats, du testing qui a été fait en aléatoire pendant le checking, plus du testing qui a été fait en aléatoire pendant la compète, plus du testing pas aléatoire du tout parce qu'on a testé tous les gagnants. Voilà. Donc c'était super de montrer que on était au bout de la démarche et que voilà, les athlètes se prêtaient aussi au jeu Excuse-moi, c'est pour revenir sur Issoire. C'est peut-être une question complètement conne, mais je me la pose. Pourquoi Issoire? Parce qu'on est sur pas mal de gros Alors, c'est pas con du tout. Issoire. Vous connaissez peut-être JP Juge, qui est un des juges français. Le juge qui nous accompagne pratiquement sur toutes les compétitions françaises et qui fait autre chose, bien évidemment comme nous à l'international, avait l'habitude d'organiser un Grand Prix qui s'appelait le Grand Prix des à Issoire. Et c'était tout naturel pour lui de proposer cette ville en tant que ville organisatrice d'un Grand Prix NPC. C'est aussi central au niveau géographique. Je ne parle pas pour les transports en commun, bien sûr, pour le train, etc. Mais c'était assez central. Donc il y a des gens du nord, du sud, facilement rejoindre ce lieu. Aussi une convergence d'autoroutes qui est parallèle à l'A7, qui descend du nord au sud, à Bordeaux, etc. Après, c'est un choix comme un autre, ça aurait pu être ailleurs. C'était le côté aussi facilité d'organisation, puisque lui, ayant déjà été organisateur, connaît le côté municipal, donc c'est plus facile pour lui. Ouais. Mais est-ce que du coup, la localisation, est-ce que ça a été, vu que maintenant il y a des compétitions à Lille et des compétitions à Issoire, est-ce que de manière générale, peut-être vous avez eu des retours des athlètes ou quoi, est-ce que en termes de localisation, il a été préféré Issoire ou Lille? Parce que je prends l'exemple, nous de notre côté, hormis en voiture, Issoire c'est quand même, tu l'as dit, assez difficile d'accès. Alors, de ce côté-là, ouais, il y a toujours des gens qui sont, on va dire, dans la contrainte du déplacement. C'est sûr que quelqu'un qui est à Bordeaux, aller à Issoire, c'est compliqué. Mais aller à Lille aussi, c'est compliqué et certainement plus cher aussi. Donc, je pense qu'il y a du pour et du contre à chaque fois. C'est très difficile de satisfaire tout le monde. Après, si on n'organisait que sur Paris, je pense que c'est bien que ça bouge aussi. Je pense que l'année prochaine, il y aura peut-être autre chose. Donc, il parlait de Montpellier à un moment donné. Et on a vu sur cette édition de la naturelle qu'il y a quand même
gens des réseaux qui commençaient à venir. Donc j'ai l'impression que cette compétition naturelle commence réellement à intéresser. Est-ce que justement c'est quelque chose que vous avez constaté, qu'il y a eu un sursaut de participation, d'intérêt pour la compète naturelle, maintenant que l'édition est passée? On va dire qu'en quantité d'athlètes, c'était sensiblement supérieur, mais vraiment sensiblement à l'année précédente. Après, c'est plus sur l'animation de manière globale sur la compète, où il y a eu peut-être plus de visiteurs, plus d'émulation, peut-être en effet grâce à l'émulation positive liée aux influenceurs qui ont participé à la compète. Et puis aussi à la présence du sponsor qui a permis d'attirer, d'animer et de mettre un petit peu aussi dans ce lieu. Mais après, en termes de quantité d'athlètes, c'était sensiblement la même chose que l'année précédente. C'est plus le côté engouement à côté. Engouement, et puis moi je dois reconnaître qu'on avait un bon plateau d'athlètes, une bonne qualité de représentants sur scène. Ça joue aussi de ce côté-là parce que ça va permettre à des gens de dire ok, il y a une compétition d'un certain niveau, continuer à pratiquer sur le côté naturel, être certainement plus attiré par ça. Mais là, vous, ça fait longtemps que vous faites des compétitions. Est-ce que vous voyez qu'il y a de plus en plus de France dans les compétitions en ce moment? Parce que nous, c'est un truc qu'on a l'air de constater, mais vous êtes sur le terrain en direct. Peut-être que vous voyez vraiment les choses changer. Alors, il y a effectivement plus d'affluence, mais encore une fois, comme on disait la dernière fois, la France est en retard très nettement par rapport aux autres pays européens qui sont l'Espagne, l'Italie. Voilà, pour citer que ces deux-là, ont des compétitions avec beaucoup plus d'athlètes que nous et beaucoup plus de compétitions par année, voire même par région. Puisque maintenant l'Espagne et l'Italie sont divisées par régions dans lesquelles il y a une dizaine de compétitions entre les régionales et les pro qualifiés de toutes sortes. Donc on est nous à la traîne, comme d'habitude, mais ça progresse tout doucement. Oui, on est à la traîne, mais ça arrive. Après, on a le gros défaut d'avoir le système français où tu as beaucoup de fédés et de grands prix qui ventilent la quantité d'athlètes au lieu de les concentrer sur une ou deux ligues ou une ou deux fédérations. Là, c'est vrai que chez nous, c'est beaucoup plus explosé que dans d'autres. Après, je pense que l'engouement, il a toujours existé. C'est surtout une répartition dans les catégories qui est différente. Parce que quand on faisait des compètes il y a une dizaine d'années, il y avait du monde, hein, vraiment. Mais c'est juste que tu avais beaucoup plus de body, beaucoup plus de catés lourdes et beaucoup moins de classiques et de bikini. C'était que les débuts, c'est des catés qui sont récentes et qui maintenant sont plus à la mode. Donc c'est, moi, je trouve plus un changement déjà de support de communication parce que les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Donc on voyait pas, on était là, mais on était en sous-marin, entre guillemets, pas très plébiscité, pas très à la mode et culturellement, c'est pas un sport. Et après, ce côté réseaux sociaux qui a mis en avant des catégories plus légères, plus accessibles et plus esthétiques. Je voulais qu'on s'arrête un dernier moment sur la compétition naturelle. Vous aviez dit lors du précédent podcast que s'il y avait des physiques que vous jugiez très suspects, ils seraient sanctionnés. Vous, là, lors de la compétition, est-ce que vous aviez eu l'impression que, au-delà des contrôles, que c'était une compétition fair, que les athlètes avaient joué le jeu et Les athlètes ont joué le jeu. On ne peut pas nous sanctionner directement, mais on signale aux web judges et aux responsables des contrôles qui sont d'utilisation de substances légales dans ce domaine sportif. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas eu vraiment ce genre de... Je trouve que moi, les athlètes en général se sont présentés avec un très bon niveau pour une compétition naturelle. Ça donne envie, en tout cas, je pense, de continuer l'aventure. Pour certains, je pense qu'on va rallier d'autres athlètes naturels, d'autres structures qui ont vu maintenant que ça était possible chez nous. Au moins des contrôles officiels et non pas officieux, qu'une publication des résultats. Donc là, ça ne plaisante plus. Donc, les gens peuvent maintenant, il y a l'indice de confiance qui va se mettre en route et il y a des gens qui vont venir, je pense, nous rejoindre. On a eu un débat avec un athlète qu'on connaît bien, qui a participé à la Testo Cup. Alors, je vais vous exposer le débat et en fait, j'aimerais bien votre avis en tant que juge. C'est un athlète qui, il y a 5 ans, qui a pris des produits. Depuis, il est naturel et lui s'astreint, s'interdit
maintenant, même s'il ne prend plus de produits, de faire des compétitions naturelles. Quel est votre regard là-dessus? Si un athlète qui a pris des produits il y a 5 ans, 6 ans, est-ce qu'il pourrait reconcourir dans des compétitions naturelles, ou est-ce que c'est mieux qu'il s'y abstienne et qu'il concourt dans des compétitions non testées? Est-ce qu'il est considéré comme physique suspicieux? Alors, d'un point de vue règlement, s'il est testé négatif, il est naturel. Ça, c'est le côté réglementaire de la chose. Après, il y a le côté peut-être éthique dans la tête de l'athlète et on peut en effet se poser la question de est-ce que c'est de se positionner à côté d'autres athlètes qui ont peut-être eux jamais fait de cure à côté. Alors la problématique est que vous retrouverez sans doute quelques athlètes qui vont avoir fait une cure ou deux et puis arrêter 2 ou 3 ans et revenir se présenter sur ça, pas le droit légalement de les empêcher. Après, lui, s'il se sent pas de revenir, je trouve ça plutôt honnête et sportif dans le bon sens du terme de sa part, de pas se présenter à côté de gens qui n'ont rien. Moi, je respecte son choix et j'irai dans ce sens-là, mais encore une fois, il a utilisé, on va dire, un booster de fabrication de muscles pendant un certain temps. Si ça a été bien fait, il profite d'un avantage, malgré tout, même après l'utilisation, puisqu'il a dépassé un certain stade grâce à ça. Et moi, je pense que, je rejoins Vanilla là-dessus, je pense que c'est tout à son honneur. Il sait qu'il a été avantagé d'une certaine manière et que ça reste, malgré tout, s'il a pas arrêté de s'entraîner, il n'a pas arrêté de... Voilà, c'est tout à son honneur. Et est-ce que, parce que du coup, vous pouvez pas interdire qu'il soit dans la compétition, effectivement, parce que c'est le règlement, mais par contre, est-ce que vous, en tant que juge, vous pouvez favoriser un physique que vous savez complètement naturel si à un moment il y a un débat, si le physique pas naturel d'il y a 5 ans est pas si ouf par rapport à un physique naturel, est-ce que vous pouvez dire là on va faire gagner le Parce que naturel? tu peux pas le savoir au-delà de ça. Tu peux pas le si savoir. le physique naturel il est mieux que le pas naturel, il va gagner. Après, si Non, mais il est pas mieux, et il est un petit peu moins bien, mais il a fait plus d'efforts pour en arriver là que le gars qui s'est chargé Mais pendant. tu peux pas savoir en fait. Il y a 5 ans. En pas fait, savoir. c'est difficile de prendre position parce que ça serait en partie discriminant. Ouais. Donc on ne peut pas faire une supposition. Il faudrait qu'il y ait des tests, comme ça se fait en athlétisme, aléatoires, réguliers, avec un passeport biologique, etc., qui permettent de dire, voilà, cet athlète-là, pendant un certain temps, on est sûr qu'il n'a rien pris. Et il y en a d'autres qui ont eu des incidents de carrière. Ça pose une question. Nous, on n'a pas ça, en tout cas pour l'instant. Donc on ne peut pas se permettre de dire, même si on sait, et que ça peut être une rumeur, que tel ou tel athlète a utilisé un truc, on n'a pas la capacité, en tout cas humainement parlant, de dire je vais favoriser quelqu'un d'autre parce que lui, je suppose et on m'a dit et c'est vraiment que des suppositions là. C'est quand même compliqué de faire ça. C'est pas notre rôle en tout cas. Avançons un petit peu sur le Testo Cup qui a eu lieu il y a 2 semaines là du coup. Encore une fois, nous malheureusement on n'avait pas pu y être cette fois-ci. On a eu des retours d'athlètes comme quoi le niveau, semblerait-il, d'après eux, augmenterait au fil des années. Qu'il y a quand même, malgré le fait que ce soit des régionales, un incrément en termes de qualité des physiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel ou pas tant? Ça dépend chez les hommes, je dirais oui. Chez les femmes, non. Après, ça dépend, ça dépend, je pense, du positionnement des athlètes qui vont faire un régional sur leur suite à donner à la préparation. Parce que si effectivement le régional est positionné très peu de temps avant des compétitions en inter intéressantes, forcément le niveau va monter parce que les gars sont en pleine préparation et ils sont sur une phase finale de préparation pour aller faire quelque chose. Si c'est assez loin, on risque d'avoir l'effet inverse. Et encore, bien que point de vue égaux, il y a beaucoup d'athlètes qui se préparent même pour un régional à distance intéressante et importante d'un pro qualifieur, à plusieurs mois même. Donc ils se forcent à faire quand même un effort. Donc c'est pour ça que peut-être le niveau semble monter. Après, je pense qu'il y a une bonne émulation aussi autour de cette compétition, plus grosse depuis le début, qu'il y a eu en France, à la NPC. C'est vrai que chez les hommes, il y a quand même on s'est fait la remarque en interne après la compète entre juges. On a trouvé que chez les hommes, il y avait eu une meilleure qualité qui était présentée. C'était plutôt agréable. On a eu des beaux plateaux, des plateaux un peu plus denses que d'habitude. Ça ressemblait à une belle petite compète, quoi. Une vraie compète non régionale.
compète avec des plateaux comme 20, 21 gars sur le plateau, quoi. Donc ça, c'était sympa. Chez les filles, on a moins noté la tendance, notamment sur la caté bikini, plus décevante. En fait, Serge, peut-être ce que tu voulais dire, c'est que du coup, peut-être qu'à cette compétition-là, il y avait des athlètes qui avaient en tête de se dire, OK, je fais Lille, puis ensuite j'enseigne sur Metz pour le Pro Qualifier, et après, Voilà. il y avait ambition de faire un tout droit, en fait, c'est Il y a ça? quand même un intérêt à faire un Pro Qualifier en France. Déjà, ça réduit les frais de déplacement. Et puis, il y a le côté familial aussi. Les gens proches peuvent venir, etc. C'est un engouement qui est différent. Et on est quand même tous chauvins. Moi, j'en ai parlé un petit peu avec, donc je fais une parenthèse avec qui va faire la compétition chez les et qui dit il aimerait bien gagner en France. C'est tout naturel. C'est sûr, je pense que pour le coup, là, il sera dans son public. Il aura son public, là. Voilà, tout à fait. Donc, ça booste. Et juste, j'avais une question rapidement sur les compétitions. Est-ce que vous, en tant que juge, est-ce que vous aidez à organiser, en tout cas, quand vous êtes là le jour même, comment ça se passe tout ça? Théoriquement, le juge n'a pas Normalement, le cette juge, il fait fonction-là. pas ça. Mais en France, on le fait par passion, parce qu'on aide systématiquement à préparer les médailles, à préparer la scène. C'est très drôle la question, c'est tout. C'est En fait, drôle parce que ça ne se passe pas comme ça partout. C'est drôle parce que ça se passe comme ça que chez nous. Parce qu'on est trop gentils. Parce que vous êtes passionné, c'est différent. En fait, normalement, le juge, il vient pour le check-in, en théorie. Il vient faire la toise. Et il ne fait pas les stats, il ne fait pas le côté ordinateur, etc. Il vient toiser, vérifier le bikini si un jour ça arrive, vérifier le poids, remplir les fiches d'athlètes taille-poids, les signer, vérifier qu'ils sont dans les bonnes catés. Mais c'est tout ce qu'on est censé faire en tant que juge. Dans la pratique, en France, on est là avant pour installer le check-in. Moi, je m'occupe de tout ce qui est logiciel de stats et puis de tout qui est ordinateur pour renseigner les athlètes dans les bonnes catés, imprimer les, etc. Les garçons font la toise et JP vérifie les licences, etc. Ça, normalement, c'est le rôle du staff. Je recueille les musiques, c'est pas censé être mon rôle non plus. Et pendant la compète, avant la compète, donc on s'occupe d'imprimer toutes les fiches pour faire les fiches de jugement, etc. Et on prépare les médailles. Ça, normalement, c'est tout le staff qui s'occupe de ça. On va donner les listings pour les backstage, on va donner les listings pour le TAN, les trucs comme ça. Voilà, ça va bien au-delà des fonctions du juge sur le déroulement de la France. Et pendant la compète, tu vois, on va installer les bannières derrière les trucs, démonter les bannières quand c'est fini. On se les charrie à la maison. JP les charrie à chaque fois entre chaque compète. Il prend l'imprimante, moi je prends mon ordi. Enfin, c'est vraiment un peu old school système. Un peu à la bonne franquette. Ouais, j'ai l'impression que de tous bords, tout le monde semble avoir conscience que la France a un peu de retard par rapport à d'autres pays. Je parle que ce soit des athlètes professionnels ou non, vous, tout le monde a conscience qu'on n'est pas avant-gardiste sur le bodybuilding. Concrètement, on pourrait faire pour au moins rattraper le retard sur. C'est qu'une question de financement? Oui, Vanina a fait le geste qui convient, c'est qu'une histoire de moyens. Et quand on a des moyens, on met du personnel en action et on rend les choses plus professionnelles. De toute façon, le sport amateur tel qu'il est conçu en France depuis la nuit des temps est un échec absolu. Tout le monde s'en rend compte et personne ne fait rien pour. Mais en même temps, quand on demande aux gens de payer un peu plus pour pas l'air d'être content. Donc il faut des fois faut savoir ce qu'on veut. Si on veut vraiment accéder à un niveau pro, il faut plus de moyens, plus de personnes, réduire les tâches de chacun parce que plus on est spécifique, plus on est performant. Si on se dilue dans plein de tâches différentes, au bout d'un moment. Ouais, c'est vrai qu'on manque un peu de sponsors. Il y a pas mal de compètes. Si vous allez chez nos voisins en Italie, en Espagne, il n'y a pas qu'un mono-sponsor par compète, c'est un ensemble de sponsors qui vont prendre en charge les compètes. C'est ce qui fait que tu as plus de moyens pour mettre du staff, tu as plus de moyens pour faire de la com, pour aussi prendre un peu plus soin des athlètes et leur faire des petites dotations sympas pour tous les inscrits. C'est un effet boule de neige positif. Chez nous, pour avoir un sponsor, c'est vraiment la croix et la bannière. Et en général, si vous avez bien remarqué, nos sponsors, c'est pas des boîtes françaises, hormis Roa, qui avait fait partie du tout début du
lancement du truc, on n'a pas eu de sponsor français hormis cette boîte-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est mal vu dans les boîtes françaises aujourd'hui d'investir dans les compètes de body. Du coup, c'est un gros frein au système. Reprenons un petit peu. Et moi, j'avais une question. Là, on a eu 2 régionaux du coup qui étaient 2 fois à Lille, la Testo Cup et l'Eurasive Classique, je crois que c'était ça les noms. Là, on va avoir à Metz très bientôt un pro qualifier et une compétition pro derrière. Est-ce que en termes d'organisation et d'ampleur, c'est différent dans le sens où est-ce que c'est des sponsors différents ou pas? Est-ce que c'est plus grand en envergure ou pas? Qu'est-ce qui diffère réellement sur 2 événements comme ça? Ce qui diffère, c'est que vous avez la magnifique chance de voir des pros le même jour. Donc ça, c'est génial parce que déjà, c'est une opportunité, je pense, à saisir de voir une compétition de pro et de se projeter sur le niveau réel que l'on peut avoir en tant que professionnel, parce qu'il y a quand même un gap entre faire son régional ou son pro qualifieur et voir des pros sur scène. Donc ça, c'est sympa. En plus, c'est encore une chance de qualif, une des dernières, ou voire la dernière. Donc les gens qui viennent, ils ont encore faim. Ils sont pris. Ça va être une présentation de qualité qui va être présentée ce jour-là. Donc ça, c'est sympa. Une grosse opportunité aussi pour les amateurs qui gagnent leur carte pro, parce qu'ils ont la possibilité de tout de suite, s'ils ont envie, participer le jour même à la compétition pro auprès de super athlètes. Donc ça, c'est une réelle opportunité aussi. En termes d'orga, la grosse différence pour nous, c'est qu'on a le checking des pros en plus, mais en général, comme ils sont super disciplinés, qu'ils ont, c'est leur métier, ils savent, ça se déroule très vite et très bien. Et il y a beaucoup moins d'athlètes pros que d'amateurs, donc c'est pas une corvée, c'est pas quelque chose de très long non plus. Je ne doute rien parce qu'elle a tout dit, c'est effectivement plus un plaisir qu'une contrainte. Et est-ce que vous faites toute la journée le jugement, ou est-ce qu'il y a un changement de juge du coup quand c'est pour les pros? Là, on fait tout le jour. On sera lucide, vous inquiétez pas. Après, ça change tellement de niveau qu'on est obligé de réactualiser. On va dire, même si on a fait toute la journée, qu'on est un peu fatigué, tout ça, il y a une coupure. Et quand les pros rentrent sur scène, si vous avez la chance de voir ça, de venir, ça serait bien. Vous allez vous rendre compte effectivement de l'écart de niveau qu'il y a entre les amateurs. Même nous, ça nous fait un électrochoc et on réactualise tout de suite les données, quoi. Mais surtout, c'est ce qu'on disait là, il y a quelques. En plus, il y aura des athlètes d'exception, des Olympiens. Il y aura Théo Le Guerrier qui vont monter sur scène. Donc, pour les gens, en fait, c'est l'occasion de voir les tout meilleurs athlètes du monde. Ils vont voir les athlètes parmi. Alors, en tout cas, sur la compétition, ça va être des gens qui font partie du top 50 de l'année, quoi, de la période. Donc c'est quelque chose, c'est le plus haut niveau qu'on puisse trouver. Alors même si dans les pros il y a aussi des niveaux, parce que le pro de Metz, c'est pas l'Arnold Classic à Columbus aux États-Unis, on n'a pas le même ranking au niveau des athlètes, mais c'est des gens qui font partie du top 50 et ça va faire déjà une sacrée différence avec les amateurs. Donc on peut voir déjà le gap qu'il y a entre le fait d'être un bon amateur, de gagner sa carte pro et après d'être compétitif chez les pros. Du coup, vous allez avoir l'occasion de potentiellement choisir quelqu'un qui va participer à Olympia. Est-ce que du coup, il y a une sorte de pression en plus qu'il n'y a pas chez les amateurs ou Non, parce que les bases sont les mêmes, les règlements sont les mêmes, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Donc en fait, la qualité de l'athlète change parce qu'il y a chez un Open, il y a plus de volume, etc. Mais pour nous, on va dire les critères sont exactement identiques. Pression supplémentaire, c'est le meilleur qui gagne. Et puis voilà, le meilleur gagne et va à l'Olympia, mais pour 2025, pas pour 2024. Parce que finalement, à chaque mesure, à chaque niveau, l'enjeu est important. Parce que passer du statut amateur à pro, tu pourrais nous dire la même chose. Est-ce qu'il y a une pression à donner une carte? Oui, c'est vrai. Donc, au final, non, il n'y a pas de pression. Est-ce que c'est fréquent pour un athlète qui vient de passer professionnel de bien se classer dans sa première compétition pro, ou est-ce que en général c'est difficile? C'est plutôt difficile. Ça arrive, on l'a vu plusieurs fois, mais c'est pas fréquent. C'est pas fréquent et c'est même le contraire. Je pense que les gens devraient prendre conscience. Alors, le jour où ils ont la carte pro, avec l'émulation, le plaisir d'avoir gagné sa carte, etc., pour justement voir le gars qui gagne sa carte pro, en principe, il est dans la meilleure condition de sa vie parce qu'il a gagné l'événement. Il a sa carte et il va se faire plaisir et essayer de se faire comparer à... Donc, en général, ils finissent jamais dernier. C'est rare. Mais ils sont jamais dans les top 3 ou exceptionnellement,
quand c'est vraiment des athlètes de super qualité, parce qu'il y a quand même une grosse différence. Donc après, ça leur fait plaisir la première fois, et après, je pense que c'est bien pour eux, en tout cas, de prendre une année off pour évoluer. Ça permet de profiter de l'instant, de réaliser le travail qui reste à faire. Voilà. Et disons que c'est plus fréquent ou c'est plus probable de mieux se placer sur une caté légère que sur les catés lourdes. Oui. Plus accessible en général. Dans la même lignée, un athlète, admettons, qui va faire sa compétition amateur, puis après qui va faire sa compétition pro, est-ce que ce même athlète, est-ce que vous lui auriez donné les mêmes feedbacks en amateur et en pro? Dans le sens où, est-ce que vous attendez les mêmes choses? Alors, puisque les règles sont les mêmes, j'aurais tendance à dire oui. Mais dans la réalité, en fait, le plateau est différent. Et la qualité des athlètes en général est meilleure chez les pros, le niveau est supérieur. Donc le feedback, il sera peut-être même plus sévère en fait. Pour l'athlète qui arrive chez les pros et qui veut un feedback par rapport à son passage chez les pros, en général, il faut qu'il soit bien accroché mentalement. Parce que forcément, ça va pas forcément lui faire plaisir. Parce qu'il y aura beaucoup plus de cases à cocher pour lui, pour rattraper le niveau. Mais voilà, dans l'idée, c'est un peu la même chose. Mais dans l'idée, ça ira dans le même sens. Ouais, avec encore plus d'exigences. Ça vous arrive des athlètes qui prennent mal les feedbacks? Oui, bien sûr. Il y en a plein qui ne se rendent même pas compte du fait de classer en dehors du podium, par exemple. Pour eux, ils devraient gagner. Leur entourage, c'est pareil. Alors, l'entourage, c'est le côté chauvinisme, ça comme on veut. C'est parfois naturel, mais il ne faut pas non plus que ça soit exagéré. Et après, l'athlète, ils sont souvent pas conscients, pas objectifs en tout cas. Mais oui, ça arrive, ouais. Et puis en plus, c'est souvent supporté par le coach qui prend cette excuse-là en disant « Ouais, moi je te mettais mieux, il n'est pas juge, il n'est pas à la bonne place pour juger, il ne voit pas la même chose. » Souvent, il se base sur des photos ou des vidéos, mais une photo et une vidéo, regardez avec un angle différent, une lumière différente, et surtout les photos pas prises au bon moment par rapport à l'adversaire. Du coup, c'est hyper bien qu'on parle de ça. Donc les coachs sont pas forcément des bons juges parce qu'il y a un aspect émotionnel qui rentre en jeu. Est-ce que par contre les juges sont des bons coachs? Alors les juges seraient des. Alors moi je vais vous dire quelque chose encore même différent. Le public serait le meilleur. En tout cas, les publics sont parfois les meilleurs juges. Plutôt juge. Et après les juges forcément parce qu'ils ont un feedback, on va dire de la règle à suivre, du travail à effectuer, la critique objective, hein, bien sûr. Forcément, s'ils ont la compétence pour être coach, ça serait des super. Après les juges, ils sont pas forcément formés. Ils n'ont pas forcément les méthodologies du coach. Non. Dans leur bagage. Non, oui. Après, moi, quand je posais la question, c'est. Il y en a qui ont quand été je posais la athlètes. question, c'est. Ouais. Non, mais vas-y, dis. Non, parce que c'est juste que moi, quand je posais la question, c'était plus au niveau du regard. Parce qu'effectivement, après, pour être coach, il faut vraiment la formation, etc. Un bagage spécifique, il faut connaître un petit peu, on va dire, le corps humain, en tout cas, et on va dire pas mal de méthodologie et de pédagogie. Donc, il y a beaucoup de juges qui ont été athlètes eux-mêmes, une certaine partie de ce travail-là et de ce milieu-là. Il y a des juges qui n'ont jamais été athlètes de leur vie, ils sont juste passionnés. Alors pour eux, ça serait difficile d'être coach. Ils ont tout l'autre versant à apprendre, mais c'est possible. Les coachs actuels, comme ils n'ont pas été juges, et après, il y a ce que tu disais tout à l'heure, il y a le fait, c'est un conflit d'intérêt quelque part. Le gars, il est coach, il amène son athlète, il voudrait que son athlète gagne. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Moi, j'ai une question très légère à vous poser. Peut-être qu'elle va vous faire marrer. Mais cet été, je suis allé pas mal à la plage et je me suis posé la question, est-ce que quand les juges vont à la plage, ils sont en train de juger les physiques en termes de bodybuilding, pas en termes de jugement mais en termes de jugement bodybuilding, des gens qui sont à la plage. Je pense que la plupart des gens, quand ils sont passionnés par ça, ils ont tendance à faire ça. En tout cas, moi, personnellement, je ne fais pas de jugement sur le physique. C'est personnel, recul aussi particulier, mais... Moi, j'avoue que quand je vois des physiques sympas, je me dis, ouais, on pourrait faire ça, et que même à la salle, parce que je bosse en salle, j'ai tendance à regarder du regard du juge. Mais c'est mon défaut professionnel, on va dire. Mais je le garde pour moi, bien sûr. Après, c'est sûr que parfois, on voit des gens avec un physique naturellement, on va dire, balancé. Et tu te dis, waouh, tu pourrais faire et qui fait poser des questions sur les carrières. S'ils avaient ne serait-ce que l'envie de faire un peu ce genre d'acte qui serait parmi les meilleurs, en tout cas chez les amateurs, sans faire un gros boulot. C'est souvent chez les femmes, en tout cas, et chez les athlètes légers. Même physique et bikini. Typiquement, tu peux voir des trucs. Il y a des individus qui sont naturellement, on va dire, physiques, presque faits pour aller sur scène. C'est pas souvent, c'est rare, mais ça arrive. Et dans ces cas-là, des fois, tu as envie de leur dire, vas-y.
est-ce que vous arrivez à prendre du recul sur votre propre physique? Par exemple, Vaina, toi tu disais je vais à la salle, etc. Est-ce que tu arrives à du coup savoir ce qu'il faut, enfin voilà, avoir un recul un petit peu sur ton physique à toi? Alors, oui et non. Parce que je sais ce que j'ai à bosser, si tu parles de moi mais je suis pas quelqu'un qui je suis très exigeante avec moi-même. Donc, il y a une part de subjectivité que j'arrive pas à avoir. Donc, c'est pour ça que je ne juge pas mon physique. Si je dois me projeter sur une construction qui m'intéresse, je confie ça à la personne à côté de moi. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Avant même, j'ai toujours été comme ça. Donc, voilà, c'est mon tempérament personnel. Je sais que j'ai besoin d'un regard extérieur et tout l'art d'être coaché, même en tant que coach, c'est agréable aussi et c'est ma manière de fonctionner. Mais en sport, depuis toujours, j'ai toujours fait de la compète et j'ai toujours eu besoin d'avoir un regard extérieur parce que je suis jamais satisfaite de moi, quel que soit le sport que j'ai pratiqué. Donc tout l'intérêt depuis toujours, quand j'ai fait de la compète, c'était d'avoir un coach qui me permettait de tempérer un peu les propos et de me recadrer quand il y avait besoin ou de me féliciter quand il y a besoin parce que je suis pas du style à me féliciter non plus ou je suis un peu exigeante, on va dire. Alors, de mon côté, c'est l'inverse. Ouais. Moi, j'ai la capacité à prendre beaucoup de recul. Et quand j'étais compétiteur à l'époque, bien sûr que je regardais. Il n'y avait pas les vidéos et les réseaux sociaux, etc. Souvent, c'était des photographes qui nous. Et bien sûr que les photos où j'étais au top, bah, ça m'intéressait de les regarder. Mais je demandais toujours les photos où j'étais naze dessus pour avoir source de travail. Quand je rentrais à la salle en disant ça, il faut que je bosse, ça, il faut que ça a toujours été mon avantage en tout cas sur certains. Prendre du recul pour me projeter sur le travail à faire pour être la meilleure version la fois suivante. En sachant que Serge, il a été au meilleur niveau et il s'est jamais fait coacher, que ce soit sur la diète, l'entraînement, sur rien du tout, quoi. Il s'est fait tout seul. On n'avait pas de coach à l'époque. Il fallait tout apprendre soi-même pour arriver à être le meilleur. Sinon, on restait au niveau longtemps. Ça se sent, vous êtes passionné. Sur les événements, vous êtes à fond. Est-ce que quand vous êtes en train de juger les compétitions, ça vous manque pas, la scène? Peut-être. Alors, moins, parce qu'il y a le facteur âge qui a fait son travail. Et je suis parfaitement conscient que maintenant, si j'avais envie, alors oui, dans les catégories plus de 60, ça ne m'intéresse pas plus que ça, on est d'accord, de présenter un physique qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu avoir à l'époque. Donc ça, c'est le côté aussi égo un peu qui parle. Mais si, bien sûr que ça me manque. À la limite, surtout quand je vois les catégories actuelles, où je me dis si j'avais la possibilité de passer une barrière temporelle et de me présenter avec le meilleur physique que j'avais eu à une certaine époque, je pense que maintenant, il y aurait du mal à faire. Parce que on va dire la qualité, les photos qu'on a de l'époque ne sont pas réalistes sur la condition réelle qu'on avait. La résolution était pourrie, enfin voilà, techniquement parlant, ça projette pas ce qu'on avait vraiment comme. Donc là, si on prenait les athlètes des années 90-2000, parmi les meilleurs de l'époque, et qu'on les transposait dans le monde actuel, certains qui iraient pleurer dans les vestiaires. Tu penses qu'on a régressé en bodybuilding? Alors non, c'est pas une régression, c'est une progression, mais dans un espace différent. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité musculaire et les proportions sont laissées pour compte au profit de la masse à outrance. C'est un choix. Ce qu'on en parlait il y a pas longtemps, même avec Vanina. Moi, ce que je trouve, c'est que les athlètes qui sont sur scène maintenant, je parle de la catégorie Open, dans laquelle j'étais moi, même les 212 sont concernés. On est plus sur une période où nous, on était entre 3 et 6 semaines avant la compétition. En termes de qualité. En termes de volume et de qualité, etc., on était à peu près à ça. Nous, il nous restait 6 semaines d'efforts, de régime et d'entraînement pour arriver à présenter le meilleur volume avec la meilleure condition possible. Donc ça, vous le retrouvez assez souvent, même chez les stars de l'époque qui sont interrogés sur des podcasts à l'étranger, notamment comme Coleman, Dorian Yates, LeBron et compagnie. Et ils ont raison. Ils sont peut-être un peu moins gros que les gens de maintenant, mais avec une qualité musculaire tellement supérieure que si on les mettait sur... voire même ils gagneraient encore. Parce que les règlements, en fait... sont presque les mêmes. Donc, si on transpose la période de temps, mais c'est l'évolution du sport qui est comme ça. Après, moi, j'ai rien contre. C'est une évolution qui va de toute façon changer au fur et à mesure. Et on le voit là, sur les dernières directives, ça va revenir tout doucement à ce que c'était dans les années 80. Après, la direction, c'est aussi les juges qui l'apprennent, hein, je suppose. Oui, tout à fait. C'est la faute du jugement. Ils la suivent de par une influence de la fédération aux US, de par les feedbacks de Tyler,
et de par les Olympiens. Les Olympiens qui donnent le mood. Donc, le choix est quand même déterminant sur les tendances à suivre. Et suite à ça, tu as le débrief de Tyler à chaque fois. Maintenant, il vous les en fait même un peu régulièrement sur les compètes, qui explique pourquoi lui, il est classé comme ça, elle comme ça, c'est quoi qu'on recherche, c'est quoi qu'on veut pas. C'est très bien ce qu'il fait et en fait, ça donne vraiment l'idée du travail du juge. Parce qu'il décompose, on va dire, les poses imposées, pose par pose, et il donne les avantages et les défauts de chaque individu et la raison du classement. Et je pense que ça, c'est réellement une super démarche qui va aider le bodybuilding à revenir dans une sphère un petit peu plus réaliste. Puis bon, on a maintenant aussi l'exemple qu'un monsieur Olympia en titre, il est battable. Alors qu'avant, une fois qu'il était installé, il fallait qu'attendre qu'il prenne sa retraite presque pour voir quelqu'un d'autre arriver. Donc, c'est pas Serge, ce que tu dis, c'est super intéressant sur Tyler, parce que j'ai l'impression que pendant très longtemps, il y avait une sorte d'idée de théorie du complot autour du bodybuilding, parce que c'était opaque les jugements. Et aujourd'hui, vu que c'est expliqué pause par pause par Tyler, en fait, il n'y a plus de place au complot ou quoi que ce soit. On a des explications claires. La classification, enfin les résultats de compétition, ils sont logiques. Donc là-dessus, personne ne peut dire, et surtout pas un coach qui entraîne une athlète, dire ouais, le classement, c'est impossible, ça n'existe pas ça. D'ailleurs, ils ont toutes les clés grâce à Tyler pour réfléchir à leur méthode de préparation pour avoir les priorités, parce que là, il donne les priorités au final quand il fait les. Donc, pour savoir ce qui est prioritaire, s'ils arrivent à prendre du recul justement par rapport à leur athlète en restant honnête, ce qu'ils voient, ils savent le chemin à parcourir. L'autre difficulté qu'on rencontre dans le milieu coach, c'est que l'honnêteté n'est pas forcément la bienvenue. D'une part, parce que le coach, il a peur de perdre son client, et d'autre part, parce que le client, il n'aime pas qu'on s'entende dire que il y a encore du travail et qu'il faut travailler comme ci, comme ça, que c'est pas parce que tu aimes travailler comme ça qu'il faut le faire. Enfin, voilà, le bon coach, il dit pas forcément des vérités qui font plaisir, et c'est peut-être aussi la problématique de la relation client-coach à aujourd'hui. Je pense qu'il faut prendre l'exemple sur les performances réalisées sur des sports à chronomètre, où là, il n'y a pas de question du meilleur ou pas du champion du monde. Le jour où il y a un 100 mètres, c'est le meilleur qui gagne. Si le mec, il est champion olympique et finit dernier, il finit dernier parce que c'est le chrono qui a. On peut transposer ça au bodybuilding. Comme disait Vanina, il faut avoir l'honnêteté de le dire, et on reste là avec le genre humain particulier. Et du coup, les tendances de jugement viennent des États-Unis. Mais en France et en Europe, on juge différemment quand même qu'aux États-Unis, ou est-ce que c'est le même type de jugement? C'est le même. Alors, le tempo, il est donné par Tyler en début d'année sur des changements qu'ils ont notifiés eux et sur la voie qu'ils espèrent faire suivre. Je pense que Tyler fait un boulot énorme là-dessus depuis quelques années. À mon avis, c'est grâce à lui si le bodybuilding open est encore, en tout cas, et avec beaucoup de représentants de bon niveau, parce que je pense que sans ces rectifications personnelles, ça serait allé au chaos assez rapide. La catégorie classique, grâce à lui, est devenue la référence du bodybuilding, quelque part. Comme chez les bikinis, c'est aussi grâce à lui qu'on n'est pas parti sur des travers avec les filles ultra sèches, striées aux fesses, etc. S'il n'avait pas arrêté on va dire, le débordement, on en serait avec des filles, il y aurait 3 filles sur un plateau et personne ne voudrait faire ça. Donc on reste, grâce à Tyler encore une fois, les bons rails pour promotionner cette activité. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il est quand même présent sur le territoire européen, justement pour montrer que ce soit les US ou que ce soit l'Europe, il est là, il n'est pas que là en visio. Il a jugé l'Europe. Il est allé juger européenne en Angleterre le week-end dernier. Il a jugé d'autres compètes en Espagne précédemment et il jugera sur le territoire européen. Donc ça, c'est un bon message qui fait passer aussi parce que il fait acte de présence et c'est quand même un honneur, je pense, d'être jugé par Tyler. Et au-delà de ça, ils font quand même attention sur les grosses échéances d'envoyer en head judge des gens qui ont une expertise du jugement et un historique de jugement qui est très important parce qu'ils envoient des gens qui jugent Olympia, qui ont 10 ans d'expérience de jugement, qui sont des proches de Tyler et d'Emmanuel, qui ont l'habitude de l'avoir en direct régulièrement ou de juger avec lui. Donc même si Tyler n'est pas là physiquement sur les grosses échéances, il y a des gens de confiance qui sont là sur les grosses échéances
Et c'est là aussi qu'on peut bénéficier, nous, en tant que juge, de leur expertise. Et c'est là aussi que les US vérifient qu'il n'y ait pas de différence de jugement, comme certains peuvent le penser, sur les US et l'Europe. Après, c'est vrai que moi, je comprends ce genre de réflexion parce qu'il est tellement facile d'un point de vue humain, qu'un juge, connaissant certains athlètes, essaye de les favoriser. Voilà, on pourrait considérer que c'est humain comme comportement, mais là, ils essayent de niveler ça, de enlever cette caractéristique personnelle pour vraiment harmoniser le système au niveau mondial. Et les directives sont appliquées partout, et c'est pour ça que Taylor se déplace et qu'il envoie, on va dire, ses généraux quelque part juger des compétitions importantes pour donner le là des règles de jugement partout dans le monde. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Après, les autres structures, ils font ce qu'ils veulent. Mais là, on peut dire que vous allez faire une compétition en France, au Brésil ou dans un pays arabe actuellement, que ce soit à Dubaï ou ailleurs, vous êtes jugé de la même façon. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'à chaque fois qu'ils développent des zones différentes, ils ont développé l'Afrique il y a quelques temps, ils développent l'Asie, les gens qui vont dans ces pays où c'est les débuts de la NPC au niveau amateur, ils envoient on va dire leurs colonels ou leurs généraux des US pour juger et pour être le head judge et pour checker les choses sur place, etc. C'est pas un panel interne qui a été formé que des juges d'Afrique ou que des juges d'Asie pour l'Asie et ils se débrouillent entre eux, pas du tout. Plus c'est au début, plus il y aura de juges américains et petit à petit, quand ils auront confiance en ce qui est installé, il n'y aura plus que le head judge qui sera peut-être des US. Mais c'est vraiment quelque chose où ils font assez attention. Non, pour vous donner un exemple de la diversité des juges, la dernière étranger, notamment, sur le panel des juges, il y avait un Yougoslave américain qui était le head judge, Saric, donc origine yougoslave, résident aux États-Unis, passeport américain. Un Russe, un Danois, un résident des pays arabes, et je crois que c'était Akbar, donc c'est un Iranien. Donc là, on ne peut pas dire qu'il y a un favoritisme, hein, parce que tous autant qu'on était, on ne connaissait absolument pas les athlètes et on ne parlait même pas leur langue. Donc il fallait prononcer le prénom d'un athlète. Je préférais, on va dire, prendre son numéro. Et on était tous dans la même... Alors, effectivement, il faut un gars du coin, parce que sinon, au niveau communication, ça pose problème, parce que beaucoup de gens ne parlent, mais très diversifié. Donc, et les influences sont, même si elles sont externes et très différentes, la règle, c'est la règle. Le Russe, il applique la même règle qu'un Américain. Serge, tu parlais du 100 mètres. Je vais aller faire une compète dans tel pays parce que je ne serai pas jugé de la même façon qu'en France. C'est pas... Serge, tu parlais du 100 mètres, tu faisais un comparatif entre le 100 mètres, en tout cas les sports à chrono et le bodybuilding. On le sait, il y a eu des rêves d'olympisme pour le bodybuilding il y a presque 30 ans maintenant. Est-ce que tu penses que cette standardisation des critères, cette généralisation, c'est dans un but potentiellement d'intégrer des plus grandes choses plus tard? Alors, moi, j'en sais rien parce que je ne peux pas me projeter aussi loin parce que seuls les responsables essaient en discuter, ouvrir le débat avec Jim Magnon dans un premier temps, parce que lui, il a essayé à un moment donné, mais je pense qu'il a abandonné au bout d'un certain temps. C'était plus le rêve des frères Vedder. Pourquoi pas? Ça peut faire partie d'un cahier des charges de faire quelque chose de standardisé pour, on va dire, aller présenter un dossier au CIO après. On a été présent sur les Jeux méditerranéens pendant un certain temps grâce à l'IFBB. Ça s'est arrêté. J'en connais pas la raison. Après, il y a toujours le fantôme du dopage, évidemment, qui traîne là-dessus et qui va empêcher cette discipline, jusqu'à un certain stade en tout cas, d'accéder aux Jeux Olympiques. C'est surtout la raison principale, je pense, du non-accès à ça. Et c'est pour cette raison qu'ils essayent de mettre l'accent sur les compétitions naturelles pour peut-être, par ce biais-là, rentrer au jeu et avoir les athlètes naturels qui se présentent. Et après, le côté open, ça, ils font ce qu'ils veulent. Tout bêtement, c'est un côté de standardisation pour se professionnaliser et pour s'ajouter du crédit, on va dire, à ce niveau-là, pour faire un peu moins folklorique qu'une fédé ou un grand prix avec un juge, le boucher du coin et le maire. Je pense que c'est surtout ça pour donner un crédit qui est différent, autant sur le côté amateur que pro, pour créer une réelle filière
par rapport à ça. Parce que c'est après, le côté naturel, c'est pour répondre à une tendance et ouvrir le champ des possibles un peu plus grand pour faire plus de business. Moi, j'ai un regard pragmatique. Enfin, bon, d'un point de vue historique, on va dire le souhait d'aller au jeu, c'était une réalité. Dans le côté pratique, en rendant compte le phénomène dopage qui est un fléau pour le CIO et pour les Jeux Olympiques par rapport à la discipline du bodybuilding. Et là-dessus, il n'y a pas débat. C'est un fléau au-delà de ça, dans la génération actuelle, quoi. C'est trop facile d'accès et c'est un fléau en soi. C'est pour ça que la compétition du soir, finalement, pour nous, était plutôt positive, extrêmement positive, puisque aucun des tests n'a été revenu. Tous les athlètes se sont présentés avec un niveau de préparation sans produits dopants. Et on a été surpris de la qualité des athlètes, parce que je pense sincèrement que certains athlètes d'histoire auraient pu faire les Open, les régionaux, on va dire Open, Plutôt bien. et être soit bien classé, soit gagner la catégorie. Donc tu dis, là on est on est au niveau du questionnement de dire à quoi ça sert. On pourrait parler, je pense, des heures. Est-ce que vous aviez des sujets que vous souhaitiez aborder pendant ce podcast, sachant que ça va sûrement sortir 1 ou 2 jours avant la compétition de Metz, pour pouvoir en parler un petit peu avant. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour des sujets? Globalement, on a fait le tour, mais moi, je pense qu'il faut essayer d'encourager les gens à venir à Metz, regarder la compétition. Regarder la compète serait cool. Parce que c'est assez rare, en tout cas sur la France, une compétition qui permet de voir des amateurs et des professionnels dans la même journée. J'insiste, parce que si vous allez sur d'autres organisations, ils vous font ça sur 3-4 jours et vous n'avez pas les pros quand même. Donc là, on a la possibilité d'avoir certains athlètes qui font partie vraiment du top niveau du bodybuilding professionnel qui vont être là. C'est quand même une occasion à pas louper, à mon sens. Ouais. Je pense que ça vous peut permettre aussi d'avoir un aperçu différent de ce que c'est que le bodybuilding, parce que là on se projette sur une qualité qui est sympathique et qui est pas présente tous les jours sur le territoire français. Et puis on a souvent des a priori sur ce sport et finalement tant qu'on l'a pas vu, faut venir voir, quoi. Faut être curieux, faut s'ouvrir un peu l'esprit. Même les gens qui sont en salle et qui disent le body. Là, c'est l'opportunité de venir voir une belle compète et de s'ouvrir à un autre sport, à une autre discipline, à l'émulation que peut procurer la scène. En plus, vous aurez sans doute des post-down, des trucs sympas avec les amateurs. Et puis, on a envie de dire, venez soutenir Théo Le Guerrier aussi dans sa démarche de vous offrir une belle scène sur le territoire français. Est-ce que vous avez déjà la liste des athlètes Parce qu'en fait, les listes, alors, en tout cas pour les amateurs, c'est ouvert jusqu'au mercredi soir de la semaine où il y a la. Donc moi, les fichiers, en général, je les reçois au mieux dans la journée du jeudi, plus tard, le jeudi soir tard. Parce que ça vient du Canada, un peu le temps que ça transfère jusqu'à moi, en sachant que je n'ai que les amateurs et que les pros, je les ai que le jour J. Donc on ne saura pas vraiment qui est là. Non. On ne saura pas qui est là avant le jour même. Après, le promoteur, des fois, il annonce des athlètes dans certaines compètes. Tu vois, va voir passer des stories ou des trucs où ils disent, je sais pas, vous aurez à cette compète tel bikini ou tel open, etc. Il y a des promoteurs qui le font, il y en a qui le font pas. Ok, donc vous n'avez pas de nom à nous communiquer. Non, à part Théo. Qui nous a dit en personne qui participait. Et qui l'a annoncé sur les réseaux. Oui, il l'a annoncé aussi. Donc, et derrière, on n'a pas plus d'infos que ça. On sera comme tout le monde. Venez à Metz pour voir qui il y aura. Ouais, faut venir à Metz pour pouvoir avoir l'opportunité. Exactement, venez à Metz voir qui vous aurez sur le plateau. En tout cas, c'est une compétition qui est importante, malgré que ce soit en France et dans un coin un petit peu perdu de la France, parce que Metz, c'est pas toujours facile pour y aller. Mais c'est une compétition qui, pour les pros, je parle, qui est une qualification pour Olympia 2025, sachant que les qualificatifs pour le 2024 sont terminés. Donc, il y a des athlètes qui vont profiter de ça, même après Olympia, pour venir prendre leur qualif pour 2025. Je pense que le niveau va être... Parce que les athlètes, là, ils sont sûrement presque prêts pour Olympia. Donc, il faut profiter de ce physique à 2 semaines près pour aller se confronter. Soit on gagne, et soit, dans tous les cas, on a des retours des juges pour s'affiner pour les quelques dernières semaines. Tout à fait. Donc, voilà, les choses s'enchaînent assez rapidement. Donc, je pense qu'on aura des gens de très bonne valeur sur scène. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. On se donne rendez-vous à Metz, alors. Ouais. À Metz. Ciao.